Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, intelligence économique et investissement dans la région Bni Mellal Khnefra. En première partie, nous décortiquerons les enjeux du positionnement du Maroc compte tenu des nouvelles évolutions géostratégiques dans la région. Pour l'occasion, le président fondateur du think tank marocain Amadeus, Brahim Fassi Fihri, sera avec nous donc en première partie de Questions Éco. Il sera question de coopération Maroc-US après le changement de l'administration américaine, notamment les dernières évolutions dans le Golfe et leur potentiel impact sur le Maroc, entre autres. Ensuite, en seconde partie, direction la région de Bni Mellal Khnefra et zoom sur l'investissement. Le Centre régional d'investissement, le CRI, et le Conseil régional Bni Mellal Khnefra viennent de débloquer la deuxième subvention du Fonds régional d'appui à l'investissement dans l'agropole Bni Mellal. Les détails du plan d'action du CRI de cette région qui regorge de potentialités peu exploitées avec Mohamed Amin Bqali, directeur du CRI de Bni Mellal Khnefra. Bienvenue à tous. Et tout d'abord, et afin d'analyser les événements phares au Maroc et dans la région, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Brahim Fassi Fihri, président fondateur de l'Institut Amadeus. Bonsoir Brahim Fassi Fihri. Bonsoir Khadija Hassan, c'est un plaisir d'être parmi vous. Tout le plaisir est pour nous. Alors, c'est d'actualité, le think tank vient de publier le rapport d'activité pour l'année 2020. Quel a été le rôle des think tanks de manière générale et de celui d'Amadeus pendant cette période inédite de Covid-19 ? Évidemment, comme tout le monde le sait, l'année 2020 a été extrêmement complexe et il est tout à fait naturel que les think tanks, les laboratoires d'idées puissent concentrer essentiellement leur activité autour de la thématique, la réflexion pour l'action dans un contexte inédit, dans une crise inédite, multidimensionnelle à laquelle le monde a fait face. L'Institut Amadeus, qui se veut être un do tank, tourné davantage sur l'opérationnel, a fait en sorte que cette année soit une année où jamais en 13 ans d'existence, il n'a produit autant de contenu. On a compté sur notre réseau international d'experts extrêmement important et puis on s'est adapté. Comme vous le savez, Amadeus est un think tank qui a une spécificité, influence, lobbying, mais aussi organisation d'événements stratégiques importantes. Dans ce contexte, il n'était pas possible d'organiser les événements habituels, dont le forum Meddays à Tanger. Donc, on a essayé de réorienter l'ensemble de nos activités autour de cette réflexion pour l'action. On a produit plus de 200 publications, organisé plus de 50 webinaires avec des chiffres records de suivi et sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Et puis, Amadeus a, tout au long de l'année 2020, continué sa contribution à la réflexion autour de la construction du modèle de développement national et quels étaient les impacts du Covid et de cette crise multidimensionnelle sur la construction de ce nouveau modèle de développement. Nous avons publié un deuxième rapport en la matière et nous avons eu l'occasion d'être auditionnés par la commission Ben Moussa. Donc c'était une année tout à fait particulière et je crois qu'Amadeus a essayé modestement d'apporter sa contribution aux multiples réflexions autour à la fois de la crise sanitaire mais également de la crise économique et de différents points qui impactent la relance dans un contexte international extrêmement particulier. Et un contexte régional également particulier pour cette année 2020, Brahim Fassi Fihri. Je parle là, bien sûr, entre autres, et on commencera par ce volet-là de coopération Maroc-États-Unis. Selon vous, alors, nous avons suivi, bien sûr, beaucoup d'événements importants ces dernières semaines, la fin 2020, mais également ce début de cette année 2021. Selon vous, est-ce qu'il y a un changement à attendre, ou en tout cas un impact, n'est-ce pas, après le changement d'administration américaine sur cette coopération maroco-américaine? Écoutez, moi je fais partie des optimistes. On oppose bien entendu souvent et à juste titre les deux administrations, l'administration Trump et l'administration Biden, dans un contexte de tension jamais vu, exacerbé aux États-Unis. Mais sur la question du Sahara marocain, je suis convaincu
que l'administration Biden va contribuer, et pour plusieurs raisons, je vais peut-être avoir l'occasion de les détailler, à sanctuariser la proposition marocaine d'autonomie comme seule solution à ce conflit artificiel. Si vous voulez, il n'y a aucun intérêt stratégique pour cette administration Biden de revenir sur la décision de reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara, parce que le Maroc est tout simplement le principal partenaire des États-Unis dans la région. Comme vous le savez, Joe Biden est un pragmatique. L'autonomie est la solution de compromis pragmatique. Confirmer cette reconnaissance, c'est satisfaire pour les États-Unis le Maroc, qui est, je l'ai dit, un partenaire essentiel dans la région, et c'est aussi cela le pragmatisme. Ensuite, comme vous le savez très certainement, la politique étrangère américaine est façonnée par 4 principales institutions: le département d'État, la CIA, le Conseil national de sécurité et ses représentants à l'ONU. Ces 4 institutions, sous l'administration Biden, seront dirigées par des responsables qui connaissent parfaitement le dossier du Sahara et qui se sont tous, à un moment donné, prononcés en faveur ou ont soutenu la prééminence de la proposition marocaine d'autonomie. Je pense notamment à Anthony Blinken, que vous avez eu l'occasion d'interviewer il y a 4 ans, Khadija Ihsan, mais aussi à Bill Burns, qui sont particulièrement sensibles au leadership et à l'action de Sa Majesté le Roi. Il ne faut pas oublier aussi que les démocrates sont très sensibles au fait que ce soit sous l'administration Clinton que l'autonomie a été encouragée pour sortir de l'impasse du plan Baker II. Sous l'administration Obama, les notions pragmatisme et réalisme, qui en général caractérisent la proposition marocaine d'autonomie, ont été particulièrement mises en avant dans l'ensemble des résolutions du Conseil de sécurité sur la question du Sahara. Et puis, autre élément important, il ne faut pas oublier qu'à partir de 2013 et depuis, les États-Unis ont œuvré pour que le mandat de la MINURSO ne soit pas élargi au monitoring des droits de l'homme au Sahara, tout simplement parce qu'il s'agit d'une atteinte à la souveraineté du Royaume. Ensuite, évidemment, il y a ce fameux paquet, entre guillemets, comme aime à l'appeler notre ministre des Affaires étrangères, Sinasser Boreta, et cet accord tripartite Maroc, États-Unis, Israël, qui engage les 3 parties et qui sécurise la reconnaissance américaine de notre Sahara. Mais au-delà de cela, Brahim Fassi Fihri, il y a également cette coopération économique, n'est-ce pas ? Bipartite certes, et vous le dites si bien, tripartite également. Comment voyez-vous justement ce nouveau positionnement pour le Maroc dans la région compte tenu de ces derniers événements, de ces dernières évolutions ? Il faut avoir conscience que l'ouverture du consulat américain à Dakhla sera la première ouverture d'un consulat strictement économique en Afrique. Ce sera un point de relais opérationnel pour les investisseurs, pour les opérateurs économiques américains qui souhaitent investir dans nos provinces du Sud. Il va de facto renforcer l'ensemble du dispositif de promotion de l'investissement du Royaume. Il permettra aussi, sans doute, un accès plus facile aux différents mécanismes américains de garantie et de crédit pour tous les investisseurs, pour les Américains, mais également pour l'ensemble des investisseurs internationaux. Et puis, d'un point de vue économique, c'est aussi important pour les produits issus des provinces du Sud. Cette reconnaissance américaine clôt définitivement le faux débat sur l'éligibilité des produits du Sahara qui pourront bénéficier, comme l'ensemble des produits de toutes les régions du Maroc, de l'accord de libre-échange Maroc-États-Unis sans aucune forme de distinction particulière. Vous savez, 5 milliards de dollars américains d'investissement et de financement, à court terme surtout, et dans un contexte de pandémie, de récession globale, ce n'est pas rien. Il faut avoir à l'esprit que jamais un partenaire du Maroc n'avait annoncé une telle somme pour une région du Royaume. Les secteurs concernés sont divers. Il y a les énergies renouvelables, les infrastructures, l'innovation, la logistique, mais aussi le soutien aux PME, et ça permettra de créer des milliers d'emplois pérennes dans un contexte, je l'ai dit,
particulier de récession économique. Et puis, cette nouvelle dynamique va permettre l'accélération des projets structurels à portée régionale. Je pense notamment au port de Dakhla, mais aussi à l'autoroute Agadir, Nouakchott, Dakar, puis Lagos. Ce sont des projets qui vont permettre d'améliorer la connectivité logistique de l'ensemble de l'arc nord-ouest africain. Et puis, l'ensemble de ces points vont certainement permettre l'émergence des provinces du Sud comme un réel pôle d'attractivité, de compétitivité, mais aussi d'investissement en Afrique de l'Ouest et dans cet arc nord-ouest africain. Justement, et à juste titre, vous le disiez, il y a un contexte inédit, mais il y a aussi des évolutions rapides. Comment voyez-vous, sous quelle perspective, en tout cas pour cette année 2021, cette coopération Sud-Sud devrait évoluer? Écoutez, je crois qu'il était important durant cette année 2020, excusez-moi de revenir un an en arrière, sur le fait qu'il y a eu des symboles pour mettre en avant l'importance de cette coopération Sud-Sud pour un pays comme le Maroc. La principale symbolique, c'est l'aide médicale apportée à une vingtaine de pays africains en pleine pandémie et au début de la pandémie, au moment où beaucoup de puissances internationales importantes ont, entre guillemets, tourné le dos à l'Afrique pour se concentrer sur leurs propres problématiques nationales. Cette aide marocaine fait du Maroc le deuxième pays après la Chine à avoir apporté une aide concrète de coopération au continent africain. Donc je crois que 2021 sera, en termes de coopération Sud-Sud, bâti sur cette crédibilité du Maroc, qui est une crédibilité ancienne, mais qui a été renforcée en 2020. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte de rapprochement sans précédent entre le Maroc et les États-Unis, mais au-delà de ça, vous avez parlé d'Israël, la coopération Sud-Sud peut être aussi un vecteur de mise en place de coopération triangulaire, Maroc, États-Unis, Afrique, Maroc, Israël, Afrique, mais au-delà aussi, Maroc, pays du Golfe, Afrique, puisque, je l'ai dit, à partir de cette nouvelle dynamique dans les provinces du Sud, une ville comme Dakhla sera un hub important, une porte d'entrée vers le continent africain. Le Maroc, qui est déjà un hub naturel d'investissement vers l'Afrique, verra ce statut renforcé en 2021 et donc fera à la fois de la coopération Sud-Sud, mais aussi de la coopération tripartite Nord-Sud-Sud. Et vous me facilitez la transition, Brahim Fassiferi, pour justement clôturer par cette autre grosse actualité qui concerne le Maroc également, par rapport à cette réconciliation dans le Golfe. Donc le Conseil de coopération du Golfe a tenu il y a quelques jours ce sommet qui a finalement abouti par une grande avancée et pour les pays du Golfe, mais également pour le Maroc. Mais il y a aussi la Covid-19 qui est passée par là, en sachant que ça a largement impacté les dépenses des pays du Golfe et notamment vers le Maroc. Alors, selon vous, est-ce que finalement cette réconciliation pourrait balancer les impacts de la Covid-19 sur les investissements vers le Maroc de ces pays-là? Tout d'abord, il faut là encore souligner la clairvoyance et la sagesse de Sa Majesté le roi Mohamed VI à travers la neutralité du Royaume du Maroc pendant cette crise là encore inédite qu'a connue la région du Golfe depuis 2017. Le Maroc n'a pris parti pour personne et je crois que cet engagement de neutralité là encore a renforcé la crédibilité du Maroc et comme vous le savez, lors de la déclaration finale du sommet de la semaine dernière, les pays du Golfe ont appelé à intensifier le partenariat avec le Maroc, qui est déjà un partenaire stratégique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'investissement appelle l'investissement. Et là où il y a de l'investissement américain, vous trouverez de l'investissement des pays du Golfe. Donc, je suis convaincu que cette nouvelle dynamique à Dakhla ou à Al-Ayoun dans nos provinces du Sud, va permettre une accélération, une accentuation à moyen et à long terme des investissements des pays du Golfe dans les provinces du Sud, mais aussi dans l'ensemble du Maroc. Vous avez raison, ces investissements ont été fortement impactés
par la Covid-19, mais petit à petit, la relance économique va permettre de réactiver un certain nombre d'investissements naturels, si je puis dire, des pays du Golfe vers le Maroc et vers les provinces du Sud, d'autant plus que, comme vous le savez, dans les provinces du Sud, il y a déjà 2 consulats qui ont été ouverts par le Bahreïn et par les Émirats arabes unis, et je suis convaincu que cette dynamique perdurera et que l'ensemble des 6 pays qui composent le Conseil de coopération du Golfe ouvriront très prochainement des consulats certainement à vocation économique à Dakhla ou à Laayoune. Merci beaucoup Brahim Fassiferi, président fondateur de l'Institut Amadeus, d'avoir répondu aux questions de Média TV. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir était pour moi. Merci pour votre invitation. Merci. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Le CRI, le Centre régional d'investissement, et le Conseil régional Bni Mellal Khnifra viennent de débloquer la 2e subvention du Fonds régional d'appui à l'investissement dans l'agropole Bni Mellal. Objectif, financer la moitié des frais d'acquisition de terrain au niveau de la plateforme industrielle intégrée de cette agropole. Plus de détails dans ce récit de Ala Benani. La société de conditionnement de fruits et légumes et l'unité de conserve d'olives, toutes les deux basées à Bni Mellal, bénéficient à leur tour du Fonds régional d'appui à l'investissement. L'accord a été conclu avec le Conseil régional de Bni Mellal Khnifra, qui s'est engagé à verser 50% du montant global d'acquisition du foncier par les 2 bénéficiaires. En contrepartie, ces derniers veilleront à créer des postes d'emploi au profit des habitants de la région. Le fonds créé par le Conseil de la région a été doté de 20 millions de dirhams en vue de financer les acquisitions de foncier au niveau de la plateforme industrielle intégrée Agorapol Bni Mellal. La première subvention débloquée dans le cadre de ce fonds a concerné la mise en place d'une unité de fabrication de cartons d'emballage d'un montant d'investissement de 29 millions de dirhams. 110 emplois seront créés grâce à ce projet. Depuis décembre 2019, 143 projets ont été approuvés pour un investissement global de 10,2 milliards de dirhams et 6500 emplois. Par ailleurs, la région Bni Mellal Khnifra joue la carte de la reconversion agricole et la promotion des secteurs industriels et touristiques afin de booster l'emploi. Le taux de chômage y atteint 6,1% d'après une enquête du HCP réalisée en 2017. À lui seul, le secteur agro-industriel emploie plus de 2400 personnes. Cela dit, la région dispose de nombreux atouts qui lui permettent de représenter 6,5% du PIB national et ambitionne de réaliser une croissance de 25% du PIB régional d'ici la fin de l'année. Et avec nous depuis Bni Mellal, Mohamed Amin Baqali, directeur du Centre régional d'investissement Bni Mellal Khnifra. Bonsoir Mohamed Amin Baqali. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Donc vous avez été nommé en novembre 2019. Si vous le permettez, avant de revenir sur ces subventions, parlons d'investissement en général. Comment évaluez-vous, ou en tout cas, que pouvez-vous nous dire sur l'état des lieux des investissements dans la région Bni Mellal Khnifra aujourd'hui en 2021 et bien sûr compte tenu du contexte inédit que l'on a vécu en 2020 notamment? Eh bien, le contexte, effectivement, a été un peu difficile, mais toutes les mesures qui ont été prises par le ministère de l'Intérieur, notamment en ce qui concerne la digitalisation du processus donc dépôt des demandes d'autorisation qui concernent les investissements, a beaucoup aidé à maintenir effectivement la cadence. Donc, nous avons traité plus de 240 dossiers d'investissement à date. Et donc, nous avons même réalisé, par rapport à l'année dernière, donc une augmentation sensible. Donc, je rappelle que la plateforme CRI-Invest.ma a été déployée sur les 12 régions du Royaume et aujourd'hui est opérationnelle. Et donc, aujourd'hui, nous traitons ces dossiers-là au sein de la Commission régionale unifiée d'investissement qui est présidée par M. Louali et dans laquelle, bien entendu, siègent tous les responsables régionaux, qu'ils soient des services déconcentrés, établissements publics, et bien entendu que les collectivités territoriales qui sont concernées. Bien sûr, les modes de prise de décision ont changé. Nous sommes dans une optique de déconcentration totale, c'est-à-dire que la décision est prise là où elle va être déployée, c'est-à-dire au niveau régional. Et ce processus s'inscrit parfaitement dans le cadre de la régionalisation avancée. Donc aujourd'hui, effectivement, la Covid-19 a représenté effectivement un ralentissement global, mais disons que au niveau des investissements, le traitement des investissements en tout cas,
ça a été facilité grâce à la digitalisation qui était déjà amorcée en 2019. Très bien. Et si l'on parlait à présent du positionnement de la région, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau positionnement autre que dans des secteurs, appelons-les classiques, connus dans la région, entre autres l'agriculture? Bien sûr, aujourd'hui, le secteur touristique est un secteur névralgique pour la région. Je rappelle que la région est composée de 5 provinces, dont 2 qui sont montagneuses, Azil al Khnefra, qui regorgent effectivement de potentialités touristiques. C'est des sites magnifiques, Aït Bougmez, la Vallée Heureuse, Ouzoud, Bilwiden. Tous ces sites aujourd'hui sont dotés de gîtes, etc., enfin de tourisme de montagne. Aujourd'hui, nous avons un aéroport international au niveau de Bni Mellal et nous sommes en phase de créer donc une plateforme touristique, un village touristique au niveau de Bni Mellal même, qui représentera une étape finalement pour les touristes afin de les drainer vers les montagnes pour découvrir tous ces paysages somptueux. Donc aujourd'hui, nous avons toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir accueillir des investissements touristiques. Et donc, même avec la Covid-19, il y a un repositionnement par rapport à la stratégie touristique. Donc là, on table beaucoup plus sur le tourisme interne. Et on l'a bien vu cette année, pendant la période estivale, l'afflux des touristes internes a été sensiblement remarquable par rapport aux années précédentes. Autre secteur, bien entendu, les énergies renouvelables. Donc, nous avons énormément d'investissements dans ce sens. Tout ce qui est hydroélectrique, donc au niveau des barrages, tout ce qui est solaire aussi. Bon, le potentiel éolien est faible dans la région, mais en tout cas, en ce qui concerne le solaire et l'hydroélectrique, ce sont 2 secteurs là encore qui sont bien sûr visés, stratégiques. Il y a aussi le secteur des mines, bien entendu. Il faut rappeler que Khribga fait partie la province de Khribga fait partie de la région. Donc l'OCP est un acteur majeur et il y fait sa plus grosse production, en tout cas le plus gros de sa production. Et on a bien entendu plusieurs minerais dans la région. Donc le secteur des mines est un secteur aussi à développer encore plus. Donc d'autres secteurs sont identifiés, bien entendu, mais ces secteurs restent quand même des secteurs névralgiques. Très bien, mais outre ces secteurs, rappelons quand même aussi que le taux de chômage est assez élevé dans la région. Est-ce que vous prenez cela en compte dans vos actions de subvention, en l'occurrence pour la création d'entreprises, par rapport à la création d'emplois, et notamment chez les jeunes? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un petit coup de pouce, c'est-à-dire que là, on est en train de mettre en place des incitations au niveau régional, en plus des incitations qui existent au niveau central, comme le fonds d'appui à l'agropole pour l'acquisition du foncier, donc qui représente, bien entendu, le foncier représente une problématique par rapport aux investisseurs. Il y a aussi le savoir-faire, et le transfert de technologie. Aujourd'hui, le Maroc, le transfert de technologie ne se fait pas de manière, disons, fluide. Le savoir-faire, c'est quelque chose qu'on va chercher, c'est pas quelque chose qui est transmis naturellement. Donc aujourd'hui, on est en passe de mettre en place donc un incubateur de start-up agro-industriel. Il faut savoir aussi que le Maroc, il a une ingénierie financière qui est, disons, très mature, mais il faut réaliser un pont entre le monde financier et le monde de l'économie réelle. Donc aujourd'hui, on a plusieurs contacts avec des fonds d'investissement. C'est un peu aussi le rôle, justement, je me permets de vous interrompre, Mohamed Amin Boukhali, c'est un peu le rôle aussi du CRI, d'être cette plateforme entre le monde financier, mais pas que, n'est-ce pas? Bien sûr, tous les investisseurs sont les bienvenus, mais là, on parle effectivement d'investisseurs en capitaux qui sont en recherche de rentabilité absolue, qui ne sont pas des industriels typiques. Et donc, pour le coup, ils sont en train de faire des arbitrages. Donc, aujourd'hui, ils se positionnent dans l'industrie puisqu'ils y voient des opportunités d'investissement. Dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, il faut leur proposer des solutions compétitives parce qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est très difficile de concurrencer la Turquie et le Brésil sur le jus d'orange, enfin, sur certaines filières. Donc aujourd'hui, il faut maturer ces procédés agro-industriels et aujourd'hui, le CRI va entamer avec des partenaires, un certain nombre de partenaires et avec le Conseil régional qui est le premier partenaire, bien entendu, cette démarche qui est la création d'un incubateur de start-up. Et donc, on va maturer avec ces jeunes qu'on va recruter, finalement, qui sont dans la région, qui soient doctorants, ingénieurs ou techniciens spécialisés,
On va les accompagner pour maturer leurs procédés industriels. Donc, toute la phase R&D qui est consommatrice en fonds propres, nous allons la prendre en charge. Et on va les accompagner jusqu'à la fondation de leur start-up. Et au-delà même, jusqu'au montage d'unités industrielles pilotes. Donc, ils auront une production pilote qui pourront marketer. Et à ce stade-là, nous pourrons introduire effectivement ces fonds d'investissement qui puissent prendre part dans le capital de ces sociétés, de ces startups-là, pour pouvoir connaître une croissance organique. Pour terminer, parlons éligibilité justement. Quelles sont les entreprises éligibles qui pourraient éventuellement bénéficier de ces subventions? Les subventions que l'on a citées un peu plus tôt, n'est-ce pas? Entre autres sur le foncier. Qui concerne l'agropole. Donc l'agropole, c'est toutes les industries qui entrent dans l'écosystème de l'agro-industrie. On parle d'emballage et toutes les industries de transformation. Donc tout ce qui constitue l'écosystème de l'industrie. Après, bien entendu, il y a des prérequis. C'est la création d'un certain nombre d'emplois au mètre carré. Donc un minimum de 10 emplois par 1000 mètres carrés sont requis. Tout cela pour encourager justement les industries de transformation et les dépôts et les choses qui ne vont pas dans le sens de la transformation. Voilà. Donc, pour encourager réellement la transformation du produit agricole qui est, je le rappelle, qui est ici présent en masse. Donc on est une région très, très fertile, avec 200 000 hectares irrigués, donc une production agricole très importante. Mais bon, au-delà, bien entendu, des arbres fruitiers, des olives, il y a bien entendu des parcelles qui sont aujourd'hui cultivées pour un tel produit. Mais disons qu'à l'arrivée, les débouchés doivent exister au niveau agro-industriel. Donc disons que c'est l'agro-industrie qui devrait finalement driver les productions qui sont programmées au niveau de la région. Donc il faut qu'il y ait une complémentarité. Le plan Maroc Vert a énormément fonctionné dans la région, mais après il faut qu'il y ait cette valorisation de ces produits agricoles. Très bien. Et ce n'est pas le cas que pour la région de Bni Mellal Khnifra. En tout cas, ce n'est pas propre à cette région. Merci en tout cas Mohamed Amin Boukhali, directeur du CRI de la région Bni Mellal Khnifra, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci. Merci pour l'invitation. Merci madame. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.